Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être dans ce face-à-face assez particulier puisqu'il est spécial. Nous sommes au Congo central. Le 9 mai, il était élu. Le 27 juin, il était investi. 200 jours depuis son élection, 150 jours depuis son investiture. Où en est le Congo central? Docteur Guy Bandundu Guidi, bonjour. Bonjour, monsieur Lusakweno. Vous êtes le gouverneur, vous aviez un programme. Nous le déclinions au cours d'une campagne qu'on avait particulièrement suivie sur Top Congo. Nous vous recevions le jour de votre élection. 200 jours après de l'élection, 150 jours pour les puristes. Quant à l'action, qu'est-ce que vous pouvez dire de vos premiers pas de gouverneur de cette province? Bonne question. Allez, les premiers pas, on va dire qu'ils sont sûrs. Parce que l'on est arrivé dans un contexte qui était assez particulier, donc il a fallu prendre quelques semaines pour nous rassurer que nous serions en mesure de mettre en place notre vision. Donc je peux confirmer que nos pas sont sûrs vers l'accomplissement de notre vision. Vous parlez notamment dans votre vision de cohésion provinciale. Est-ce que la province, on parle, pour ceux qui ne savent pas, de 3 anciens districts, tout à fait. Bas-Fleuve, Cataracte, Lukaya, qui ne s'entendaient pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Parce que votre élection était la plus disputée, une vingtaine de candidats, jamais vu nulle part ailleurs. Pour terminer un mandat, ça faisait un peu beaucoup. Tout à fait. C'est vrai que les efforts de cohésion, il faut continuer de travailler dessus. Mais ce qu'on peut dire du début, c'est pas trop mal. Pour le moment, tout le monde fait un effort pour pouvoir regarder dans la même direction, parce que ça va être ça le prix du développement, qu'on reste ensemble et qu'on puisse regarder dans la même direction. Donc à ce stade, oui, la cohésion, elle se porte bien. Il y a encore quelques efforts à faire, mais à ce stade, on y arrive tout doucement. Regardez dans la même direction, mais quelle direction? Maintenant, ça, il faut le fixer. Direction du développement. Oui. Quel type de développement? Récemment, toute la semaine d'ailleurs, la semaine dernière, les auditeurs ont pu le suivre. Nous étions au Congo central. Un peu auparavant, nous étions en Banza-Ngungu. Nous avions rencontré les investisseurs. Monsieur Kassembo pour le citer, PPC, Investissement International. Plus récemment, on a été directement à la population. En termes de développement, est-ce que tout le monde regarde dans la même direction? Au moment où on parle de développement des 145 territoires, d'autres parlent de partage du flux des importations en termes de port entre Matadi et Boma. Certains n'oublient pas que port était un port et que Boma était un port d'exportation et qu'il fallait produire au Mayombe. Tout le monde regarde dans la même direction de développement, mais quel développement? Quel modèle de développement? Alors la question, elle est fondamentale parce que je crois qu'il faut d'abord commencer par les priorités, il faut commencer par le début. Et donc si on veut parler développement pour une province qui est comme celle du Congo central, il faut d'abord savoir quels sont nos atouts. Et les atouts d'une province comme le Congo central, c'est d'abord l'agriculture. Donc pour parler développement, il faut parler agriculture dans une province comme la nôtre. Mais parler d'agriculture à ce stade, il faut poser des bases. On ne peut pas commencer à parler d'agriculture sans parler du problème d'enclavement. Le problème d'enclavement, c'est un problème qui est général à l'ensemble du pays. Et donc, pour pouvoir parler d'agriculture, il faut parler désenclavement. Une fois qu'on a atteint nos zones agricoles, parce qu'ici on en a 5, alors il va falloir parler de la question énergétique. La question énergétique, c'est une question fondamentalement liée à la question de développement. Et c'est là que nous sommes exactement. Vous parlez d'agriculture. Oui. Au Mayombe, on a vu que Lukula même a été, on nous l'a rappelé, le territoire le plus industrialisé de l'Afrique centrale. Il n'y a plus rien. Vous parlez d'énergie. On rappelle quand même que nous sommes la province du barrage d'Inga. Oui. De quoi parlons-nous? Est-ce qu'il faut encore chercher à réaliser ce qui a marché dans le passé? Alors c'est vrai qu'on parle de l'histoire, mais on ne peut pas rester figé parce que les choses ne sont pas égales par ailleurs. Hein. Les choses ont beaucoup évolué entre l'époque où on était dans Lukula, et Lukula était le fleuron de l'économie, on va dire, nationale. Aujourd'hui, c'est une question de modèle énergétique à adopter. On parle d'Inga, mais on parle d'Inga
le projet de l'époque, c'était pas, on n'était pas à l'époque de la décentralisation. À l'époque de Inga, la raison pour laquelle Inga avait été construit, c'est une raison qui n'est plus aujourd'hui d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons de décentralisation et chaque province, même si on est dans un cadre national, chaque province doit adopter un modèle énergétique qui est compatible avec son développement. Et ici, donc, nous parlons d'un modèle énergétique qui doit être en faveur de la population, parce qu'on a encore un taux de desserte en électricité qui est très très faible, et c'est paradoxal par rapport au potentiel de la province, mais on est à moins de 20% pour la province. Mais pas seulement pour améliorer la desserte en électricité, l'accès à l'électricité, mais il faut aussi de l'énergie pour pouvoir relancer notre industrie. Donc c'est pour cela que je dis qu'à ce stade, les choses ne sont plus égales par ailleurs. Vous avez également parlé de Lukula, bien évidemment. Aujourd'hui, avec les différentes décisions et l'histoire a fait que le tissu économique, notamment le poumon économique de la province, est complètement par terre. Mais le potentiel demeure parce que les terres sont là. Et je pense que toutes les possibilités agricoles de la province sont encore présente. Donc il va falloir juste remettre les choses dans l'ordre pour pouvoir relancer notre machine. Dans les faits, que signifie remettre les choses dans l'ordre ? Remettre les choses en ordre, c'est d'abord commencer par un thème qui n'est pas souvent abordé et qui peut fâcher. Ça pourrait être notamment la réforme agraire. À l'époque, les terres ont appartenu à plusieurs entreprises. Aujourd'hui, ces entreprises-là ne sont plus existantes. Elles ont été passées à d'autres personnes sous forme d'amphithéose. Ces personnes-là, est-ce qu'elles ont été capables de relancer ou de maintenir l'activité agricole dont elles ont bénéficié ? Ça, c'est toute la question. Aujourd'hui, la province a besoin de terres pour pouvoir relancer son agriculture, en tout cas remettre sur les marches les entrepreneurs agricoles. La province, oui. En termes étatiques ou la province en termes investissement privé ? Les deux. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la politique de nos moyens. On a certes une politique, on a une vision, mais aussi on a un gap, on a un déficit en termes de financement propre au niveau de la province. Et le seul moyen de pouvoir régler ce déficit-là, c'est de recourir notamment au secteur privé. Donc nous recherchons et nous sommes en train de mettre en place des modèles qui pourraient permettre à la province et au privé de travailler ensemble. Résultat attendu à quel terme ? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ? Court et à moyen terme, parce qu'il y a des projets qui peuvent être développés. Et donc, il y a des projets qui sont déjà sur la table et qui vont être développés d'ici, en tout cas, on espère, la fin de l'année déjà, parce qu'il y a des projets qui peuvent être... dans l'agriculture, on a toute forme de projets. Il y a des projets qui sont très, très à court terme, et puis il y a des cultures un peu plus pérennes. Donc, dans les 6 mois, on va avoir déjà nos premiers projets agricoles rendu ici au niveau de la province. Premier projet, premier investissement. Autre secteur dont vous avez parlé à votre arrivée, finance et bonne gouvernance. Où en est-on ? Je sais que vous avez nommé de nouveaux dirigeants à la DGRKC, qui est la Direction Générale des Recettes. Nous avions ici à Matadi reçu aussi votre ministre des Finances qui nous a promis plein de choses pour lesquelles nous allons d'ailleurs retourner le voir. Mais quels sont déjà les premiers résultats ? Les premiers résultats des mesures qui ont été prises, on va dire que les résultats sont encourageants. Parce que quand on est arrivé, la première chose, c'était d'abord de prendre des mesures conservatoires, le temps de bien maîtriser l'appareil des finances publiques qu'on avait trouvé. Et je peux dire que sur les différents secteurs, en tout cas, nos hypothèses de travail se sont avérées réalistes. Parce que on voit que les différentes courbes sont des courbes ascendantes. Je ne vais pas faire ici trop de triomphalisme, mais je peux dire que du point de vue, par exemple, de la DGRKC, on a quand même pas mal de bonnes progressions. On serait aux alentours de 12% sur le dernier trimestre et nos objectifs vont jusqu'à 30% au premier trimestre de l'année prochaine. En termes de chiffres, c'est combien ? On était à combien ? On est à combien aujourd'hui ? En janvier 2022, on tournait aux alentours de 4 milliards aidés. Aujourd'hui, nous sommes à 5 milliards 700, 5 milliards 800. Recettes mensuelles. Pour la DGRKC, tout à fait. Au moment où le gouvernement, lui, multiplie par 2, vous n'augmentez que de 10%. Est-ce à dire qu'il y a encore une grosse marge ?
ou que la province du Congo central n'est pas aussi productrice que vous le pensiez en arrivant? Au contraire, je crois que le potentiel de la province est même il est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, parce que nous avons constaté que la machine, en tout cas économique, dont nous avons hérité n'était pas à son maximum. Peut-être qu'elle était à 50% de son potentiel, mais il reste encore une grande marge et une grande possibilité de croissance. En tout cas, nous en sommes convaincus par rapport aux réformes qui peuvent être mises en place. Les 12%, c'est quoi? C'est la réforme? On traque plus parce que l'IGF est venu aussi vous voir. Oui. Apparemment, vous êtes un bon élève. La marge de manœuvre, c'est quoi? Quand on voit que, en ce qui concerne le tissu économique, il n'y a pas de mieux, la marge de manœuvre, vous l'estimez à combien? Et ces réformes vont principalement toucher quel secteur et quelle action? Alors, pour le moment, il faut dire que l'embellie que nous observons, c'est essentiellement dans le cadre de la réduction des coulages de recettes. Et donc, le fait de pouvoir améliorer et faire des réformes de ce point de vue-là, c'est ce qui fait qu'on peut observer qu'il y a cette tendance haussière. Mais bien évidemment, nous attendons à pouvoir diversifier l'économie provinciale pour avoir plus de recettes. Mais ça prend un peu plus de temps à se mettre en place. Ce qu'on peut observer maintenant, c'est le résultat d'une bonne gouvernance et d'une politique rigoureuse en termes de gestion. Vous avez notamment créé une commission particulière pour les péages. Alors le péage, c'était le vrai scandale. Tout à fait. Aujourd'hui, vous en savez plus? 5 millions, plus que ça? Parce qu'en règle générale, on parlait d'une cinquantaine de millions de recettes par an. On en est où? À 50 millions? À beaucoup plus? Alors, par rapport aux réformes que nous avons entreprises dès que nous sommes arrivés, nous avons mis en place, entre autres, cette commission pour pouvoir essayer de contrôler les recettes du péage. Et là encore, nos hypothèses se sont avérées réalistes. Parce que, sans vouloir entrer dans la précision des chiffres, mais dès les premières semaines, on a pu remarquer qu'il y avait un gap d'environ $50,000 par semaine. Enfin, $50,000 par jour, que dis-je? $50,000 par jour de gap. Donc, $50,000 par jour ont été récupérés du seul fait que... Absolument, du fait de la présence de la commission qui a été mise en place. Donc ça donne sur un mois, on a 1,5 million. Et ça, c'est sans avoir appliqué toutes les réformes du point de vue de la numérisation des péages, parce que ça, je pense aussi que ça va être une belle réforme qui va nous permettre de mieux contrôler. Mais la seule présence de nos agents a permis de ressortir un gap de $50,000 par jour sur les recettes. Donc ça va nous permettre de revenir sur la table de négociation avec un peu plus de conviction. Ça veut dire que les déclarations faites par l'exploitant du péage étaient sous-évaluées, ou que à la pratique, un certain, on va dire, laxisme entre guillemets, pour ne pas dire plus, faisait que $50,000 chaque jour disparaissaient? Il faut dire qu'au niveau de la gestion du péage, en tout cas de la nationale numéro 1, il n'y a pas que le concessionnaire. Donc il y a plusieurs acteurs qui interviennent là, il y a notamment le circuit bancaire et tout ça. Donc quand on envoie une commission comme celle-là, c'est une commission qui voit tous les intervenants. Et quand il y a une plus-value de ce genre, bien évidemment, on peut questionner tous les différents intervenants pour voir d'où venait éventuellement la fuite. Mais on ne peut pas pointer du doigt un seul des intervenants. Je pense que la solution de ce problème va être dans l'automatisation et la numérisation des systèmes de péage, comme ça se fait partout ailleurs. Chose que tout le monde accepte partout ailleurs à l'étranger. Absolument. Ici au Congo, on n'aime pas trop de numérisation et digitalisation. On va devoir s'y faire parce que c'est le seul moyen de pouvoir avoir une gestion saine. Tous les acteurs sont d'accord? On va les contraindre. Parce que de toutes les manières, le plus grand perdant dans tout ça, c'est la province. C'est la province qui est le plus grand perdant, parce que quand il se passe un problème, c'est la province qui intervient. Même si la nation numéro 1 est une matière de gestion concurrente avec le national, mais c'est la province qui intervient lorsqu'il y a un sinistre ou tout ça. Donc on va contraindre les différents intervenants à ce qu'on respecte les règles du jeu pour que la province puisse tirer le maximum de bénéfices. Juste une petite question, en parlant de la route nationale numéro 1, oui. En parlant de tout ce qu'elle peut générer, est-ce qu'elle est encore viable? Est-ce que si on arrive à faire autant d'argent, on doit garder ce genre d'infrastructure, où on doit plus clairement et courageusement investir dans la voie ferrée et une autoroute qui serait beaucoup plus pratique à l'usage et aussi plus rentable?
Écoutez, c'est clair, ça n'a même pas besoin d'être démontré. Aujourd'hui, cette route n'est plus compatible avec les ambitions, non seulement nationales, mais les ambitions provinciales non plus. Parce que avec une infrastructure comme un port, le port en eau profonde, on ne peut pas se contenter d'une route à 2 voies, une allée, une retour, parce que vous voyez bien tous les dégâts que ça peut faire dès qu'on a un accident, c'est toute l'économie qui est paralysée. Je crois qu'on devrait être un peu plus ambitieux et avoir le courage d'aller sur des autoroutes à 4 voies, parce que on va avoir 4 ports qui vont être fonctionnels et on a besoin de relancer l'économie. La voie ferrée, elle est indiscutable parce que on peut pas envisager une économie florissante sans voie ferrée. Donc c'est clair. Mais tout cela est du ressort non pas de la province mais du national. Tout à fait. Vous le regrettez ? Je vais être honnête avec vous. C'est pas que je le regrette, mais encore une fois, pour moi, la décentralisation, c'est une merveilleuse opportunité. Parce que justement, la loi est assez muette sur beaucoup de choses. Et le mutisme de la loi sur beaucoup de choses, ça nous permet à nous, au niveau des provinces, de prendre certaines initiatives, quitte à ce qu'après on soit rattrapé par la loi, mais il y a beaucoup de vides juridiques qui nous permettent à nous de pouvoir nous développer. Jeunesse et éducation, vous distribuez des bourses ? Oui. Parce qu'effectivement, je crois que c'est le pilier même de la relance ou d'une vision à long terme pour une nation. Il faut travailler sur la jeunesse. Et donc là, le programme de nos bourses, c'est vrai qu'après, ça peut sembler très peu de donner 20 bourses, mais c'est assez symbolique pour dire que nous sommes déterminés, nous avons une vision et nous comptons sur nos jeunes. Pourquoi cette initiative ? C'est parce que aujourd'hui, encore une fois, avec la décentralisation, chacune des provinces a ses spécificités. Et les spécificités de la province du Congo central, on les connaît. C'est le pétrole, c'est l'énergie, c'est les mines. On en parle très peu, mais définitivement, on va commencer à en parler de plus en plus. Et puis, c'est l'océan. C'est pour ça que ces bourses-là, ces 20 boursiers qui sont les meilleurs des meilleurs, on a eu 373 personnes qui ont... lauréats qui ont fait plus de 70%. Et donc, ces 20 boursiers sont les 20 meilleurs des 373 meilleurs. Donc, ce sont les meilleurs des meilleurs. Et donc, on leur a donné des bourses dans des domaines qui sont spécifiques à la province, la géologie, les sciences maritimes, les mines, le pétrole, les hydrocarbures. Donc c'est vraiment vers cela qu'on voudrait avoir l'expertise pour pouvoir développer la province. Donc ce sont vraiment des bourses pour qu'ils soient, ou qu'on ne dise plus, on va y arriver, hein, parce que je rappelle que nous avons parcouru une partie de la province et que nous avons recueilli de nombreuses plaintes à soumettre au gouverneur. Ils vont permettre que l'on fasse moins appel aux Quinois ou aux ressortissants d'autres provinces pour des travaux à effectuer dans la province. C'est une évidence. Ou des fonctions. C'est une évidence parce que pour certains secteurs, malheureusement, on n'a pas forcément l'expertise locale. Dieu merci, on n'a pas forcément besoin non plus de recourir à une expertise étrangère s'il y a des compatriotes qui l'ont. Quel que soit le lieu d'où ils proviennent, ils sont les bienvenus pour travailler. Mais je pense aussi que c'est aussi le bon moment pour qu'il y ait les personnes qui vivent ici maîtrisent un peu mieux leur environnement. Alors, jeunesse et éducation, il y a aussi la prime de la gratuité. 10 écoles dans chaque territoire. Il n'y avait pas assez d'écoles, vous en construisez ou vous rénovez des écoles qui... parce qu'on voit qu'il y a certaines écoles qui ont besoin de plus que d'un coup de peinture. Pourquoi construire de nouvelles écoles alors qu'il y en a qui ont besoin ou que l'enseignement en règle générale, enseignement qui dans les provinces relève de la province, aurait besoin d'autre chose que de nouvelles infrastructures? Non, mais on vient d'en parler. Il y a un déficit en termes de compétences et des compétences spécifiques, on va dire. Il faut savoir qu'avec le programme du chef de l'État de la gratuité, ça a ramené beaucoup d'élèves qui étaient encore à la maison. Ça leur a donné l'accès à l'école. Et donc aujourd'hui, il y a probablement un déficit infrastructurel de l'éducation. Donc on n'a jamais assez d'écoles. Mais aujourd'hui, on a fait le programme dont vous parlez, c'est une école technique par territoire. Donc on en a fait 10 qui sont quasiment finis. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va devoir les mettre à la disposition du ministère de l'Éducation. C'est justement pour répondre à cette question de spécificité-là. Une école technique par territoire. Allez, je prends un cas. Ngobé Matadi. Ngobé Matadi se plaint, de ne pas avoir assez de professeurs et de ne pas avoir assez de subsides pour tourner. Là-bas, on fait quoi? On lui construit une école concurrente ou on devrait plutôt renforcer ses capacités?
L'un n'exclut pas l'autre. Vous savez que tout cela se met dans le contexte du programme présidentiel des 145 territoires, qui est une vision bien claire du chef de l'État. Ça veut dire construire, réhabiliter, équiper. Et donc, dans le programme des 145 territoires, il y a 93 écoles qui sont ciblées, 71 centres de santé. Et ce programme-là vient en appui justement du développement. Nous faisons que la part du provincial. Et toutes ces écoles dont vous parlez font partie de ce programme-là. Et nous pensons que les deux ensemble vont booster le développement de la province. Alors pour terminer avec vos réalisations, le programme du gouverneur, nous étions le 9 mai à en parler, le 27 juin à constater que vous étiez investi. On a parlé de coalition provinciale, finance, jeunesse, sécurité. Sécurité. Priorité. Prioritaire. Mais avec quel moyen à moins d'en nous dit que le président a donné 2 véhicules et que vous avez dit qu'on ne les mette pas encore en fonction. À Tchela, on dit que ça n'existe pas. À Lukula, je n'ai pas souvenir d'avoir vu encore qu'on n'a pas tout vu. À Boma, il n'y en a plus. À Matadi, c'est et la province et le maire, chef-lieu, qui participent à la motorisation de la police. En quoi est-ce qu'une police sous-équipée peut, ce que vous dites tous, en tout cas autorité, à l'opposé des populations, assurer une sécurité qu'elle ne voit pas? Alors, il faut... c'est vrai que vous avez pris un domaine très sectoriel de la sécurité, mais pour une province comme la nôtre, le domaine sécuritaire, il touche plusieurs secteurs. Parce que notre province, déjà, c'est une province qui a 2 frontières. On n'a pas 2 frontières, que dis-je? On a 2 frontières terrestres et une frontière liquide. Ça veut dire que nos problèmes sécuritaires ne sont pas les autres, les mêmes problèmes sécuritaires qu'il y a ailleurs. Il y a effectivement l'insécurité urbaine avec le phénomène qu'on connaît, ça devient endémique avec les Koulouna. On a une nationale numéro 1 qui fait presque 500 km. Donc c'est aussi des problèmes que d'autres n'ont pas. Récemment, vous avez vu qu'il y a une résurgence de coupeurs de route, mais encore une fois, comme je l'ai dit, on a des frontières. Donc nos problèmes sécuritaires sont assez spécifiques. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé ? Là aussi, la première des choses, c'était après avoir fait l'état des lieux, il fallait savoir exactement où toucher. Et le problème que vous soulevez, c'est essentiellement des problèmes de mobilité des hommes en uniforme, notamment de la police, et des problèmes de communication. Ce qui est sûr, on ne peut pas faire de prévention ni de sécurité si on n'est pas mobile et si on n'a pas de communication. Alors, pour répondre à cette question de manière claire, dès que nous sommes arrivés, nous avons commencé à prendre les dispositions pour pouvoir acquérir très vite du matériel roulant pour nos policiers. C'est pas que ça n'existait pas. Parce qu'en faisant l'état des lieux, on s'est bien rendu compte qu'il existait du matériel roulant. Le problème, c'est que c'est du matériel qui n'est pas entretenu et qui se casse rapidement, qui est mal utilisé. Donc il a fallu d'une part refaire déjà l'état des lieux pour savoir quel était le matériel roulant existant, le remettre en état, mais acquérir aussi du nouveau matériel pour rendre nos forces tout à fait opérationnelles. Et donc la semaine prochaine, déjà dès mardi, je pense que vous aurez probablement un reporter sur place et vous verrez que nous allons remettre aux différents territoires des véhicules flambant neufs, des véhicules d'intervention pour intervenir au niveau des territoires. Les 10 territoires. Les 10 territoires, oui. Les 10 territoires, ça serait être une police de proximité, mais aussi et surtout, dès la semaine prochaine, il y aura au moins 3 ou 4 véhicules, 4 patrouilleurs sur la nationale numéro 1 pour s'assurer qu'il n'y ait plus, en tout cas, d'interruption ou de tentative de blocage par des inciviques ou des coupeurs de route. Malheureusement, ça se multiplie de plus en plus. Et la police, la maire sortante de Boma, puisque le président de la République vient de changer les animateurs de la territoriale, a parlé d'une police au comportement sorcier. D'accord. En disant, cette police prend des habitudes avec les usagers et peut aussi, elle, être facteur d'insécurité. Est-ce que, comme nous l'a dit la maire de Boma,
elle est incompétente en la matière, elle ne peut rien y faire? Est-ce que vous dites comme elle, ou est-ce que vous dites, à l'opposé de ce qu'elle dit, que le gouverneur va s'impliquer pour que ce genre d'actes illégaux ne se reproduisent pas, mais au moins cessent, ou vous allez au moins essayer de les faire cesser? Alors, le problème sécuritaire, c'est vrai encore qu'il y a plusieurs facteurs, notamment le fait qu'au niveau de certaines entités, il faille assurer qu'il y ait des permutations, en tout cas des changements. Parce que c'est vrai que lorsque les personnes qui sont supposées assurer l'ordre deviennent un peu trop familières avec la communauté, c'est vrai que ça pose des problèmes d'autorité. Et parfois, elles commencent un peu trop à s'impliquer dans la gestion de la chose communautaire, et ça fait qu'elle perd en efficacité. Maintenant, le niveau des responsabilités, il est partagé. Il y a ce que le provincial fait, il y a aussi ce que la ville doit faire, ce que le maire doit faire dans ses attributions, et ce que les administrateurs des entités territoriales décentralisées doivent faire, chacun avec son niveau de responsabilité. Il est hors de question de se dédouaner d'une manière ou d'une autre. Ce qu'un maire d'une ville doit faire, il doit prendre ses responsabilités, parce que il y a à sa disposition des forces de police qui sont sous ses commandes, sous sa direction. Donc il n'y a pas de raison de se justifier ou de vouloir botter en touche quand il y a un problème sécuritaire. Le gouverneur va faire en sorte qu'il y ait plus de motivation, que ces policiers permutent. Il en a le pouvoir. Définitivement, on peut le recommander en tout cas, et c'est l'une des solutions que nous recommandons. Économie et développement, on en a parlé un peu, actions sur lesquelles il faut compter dans l'avenir pour le développement du Congo central, le port en eau profonde. Est-ce qu'on peut dire 6 mois ou 8 mois après que ça a vraiment commencé maintenant? Les travaux ont vraiment commencé, parce que nous étions là récemment, en tout cas il y a quelques semaines, après que la cérémonie pour l'expropriation soit faite. Il y a eu les débuts de l'enrochement. Et l'enrochement, comme vous savez, c'est quasiment le début des travaux. Donc on peut dire que les travaux sont officiellement lancés. Ils ne seront jamais interrompus jusqu'à ce que l'on voit sortir de terre ce port en eau profonde. En tout cas, en ce qui concerne le niveau provincial, nous plaiderons, et nous continuerons, en tout cas en ce qui nous concerne, à pousser le projet pour qu'il ne s'interrompe pas. Mwanda se plaint que peu de Mwandais participent à l'érection de cette infrastructure qui sera la leur principalement. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est de réfléchir. Pas seulement réfléchir, mais nous sommes quasiment en train de mettre en place un programme pour permettre à ce que l'expertise voulue au premier stade de la construction du port soit disponible, notamment. Aujourd'hui, de quoi on a besoin pour faire un port? On va avoir besoin d'électriciens, on va avoir besoin de soudeurs, on va avoir besoin de pas mal de choses. Est-ce que cette expertise est disponible? Les soudeurs de Mwanda, en tout cas, se sont plaints chez nous, qu'ils ont vu leurs collègues de Boma, leurs collègues de Matadi, leurs collègues de Kinshasa arriver sur place, et que eux, à aucun moment, on a fait appel à eux. En tout cas, pas que je sache. En tout cas, au niveau de l'enrochement, on n'a pas encore besoin de soudeurs. Je ne sais pas par où ils les ont vus passer, mais au niveau de l'enrochement, essentiellement pour le moment, ce sont des camions qui sont en train de déverser des gros cailloux. Il n'y a pas encore eu de travail en rapport avec une expertise de ce genre. Aujourd'hui, la province peut prendre l'engagement qu'ils seront les premiers engagés? Absolument. C'est un engagement qui est ferme, de prendre essentiellement la main-d'œuvre locale. Pas à 100%, mais prioritairement la main-d'œuvre locale. Encore faut-il que nous puissions la former très très rapidement pour savoir exactement ce dont on aura besoin. En tout cas, les corps de métier qui vont être les premiers à être impliqués, on doit s'assurer à ce qu'ils soient déjà prêts. Le port en eau profonde, il y a le Kimwama. Tout à fait. Kimwama 2022, deuxième réunion de l'initiative privée, dont quand vous étiez encore dans le privé, vous êtes fondateur. Le secteur privé est la clé de votre politique? En tout cas, un allié de taille pour atteindre certains objectifs. Comme je n'ai jamais cessé de le dire, le rôle, et je l'ai encore répété lors du forum, le rôle de l'État, c'est de créer un environnement propice à ce que les affaires se développent. C'est pas forcément de commencer à créer des emplois ou de créer des entreprises. L'État
crée l'environnement et ce sont les entrepreneurs qui créent les sociétés. Oui, mais en général, le président du CCIKC, de la CCIKC l'a particulièrement dit lors du discours devant le président de la République. Généralement, l'État crée les conditions pour les investisseurs étrangers. Qu'est-ce qui peut nous faire penser que cette fois-ci, il n'y aura pas que les étrangers, il y aura majoritairement les Congolais qui vont profiter. Aujourd'hui, on a 30% d'appels d'offres de l'État pour les privés congolais contre 70% pour les étrangers. Alors la réflexion du président de la CCIKC était bien claire et son adresse à l'endroit du chef de l'État était bien comprise. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir un chef de l'État qui veut que les choses changent dans ce secteur-là. Bien évidemment, ça prendra un tout petit peu de temps, mais on a quand même des indices qui prouvent que nous sommes sur la bonne voie. Lors du forum et notamment du panel auquel j'ai assisté, on a eu le représentant de l'ARESP qui est l'autorité de régulation sur la sous-traitance privée. Et cet organe-là veille à ce que, au niveau de la sous-traitance, il y ait des participants privés. Ce qui est une bonne chose. On a eu aussi le FOGEC, le fonds pour permettre qu'il y ait une garantie. Et cette garantie-là permet aux entrepreneurs nationaux aussi de pouvoir concourir. Donc tout ça, ce sont des signes qui font qu'il y a de la volonté, mais encore une fois, je l'ai mentionné lors du forum, il faudra aussi que du côté des entrepreneurs congolais, qu'il y ait un peu plus d'audace et un peu plus d'initiative. Ils sont moins audacieux, alors que l'on voit, et beaucoup s'en plaignent, les étrangers ont plus d'exonération, les Congolais moins. Et on parle aussi... le président parle de création des richesses congolaises. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt primer ou privilégier le national à l'étranger ? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir une politique ferme de ce côté-là, quitte à créer des déséquilibres ? Vous êtes prêt à initier ce genre de choses ? Ah bah oui, tout à fait. À ce stade, parce qu'effectivement, je viens du secteur privé quand même, je sais qu'il existe pas mal quand on regarde en tout cas le code des investissements, il y a plusieurs façons d'aider les entrepreneurs congolais. Est-ce que ce qui est fait jusqu'à ce jour est suffisant pour permettre à ce qu'il y ait une classe moyenne congolaise qui émerge ? Ça, c'est une question. Maintenant, tout cela, il y a encore des efforts à faire, tout à fait. Alors, plusieurs questions pour créer ces... je ne parle pas du guichet unique, vous allez me répondre qu'ils sont en train d'arriver. Le GUS n'était pas au Congo central, il arrive. Agriculture et route de dessert agricole, ça, c'est pas l'État. Ça, c'est la province. Tout à fait. Beaucoup se plaignent. Pourquoi produire si on n'arrive pas à évacuer ? Que fait la province pour eux ? Il faut savoir que c'est vraiment un domaine qui est assez complexe. Le domaine des routes de dessert agricole est un domaine qui est très très complexe. Oui, mais il suffit d'identifier là où il y a la production pour faire en sorte que cette production arrive là où il y a la consommation. En effet, il suffit. Où est la complexité ? Elle est complexe dans la mesure où c'est le mode de financement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a quand même 13 000 kilomètres à peu près de routes de dessert agricole. Dans la province ? Dans la province. 13 000. 13 000 kilomètres de routes de dessert agricole. Et à ce jour, parce que les routes de dessert agricole sont financées en partie par le national, notamment via le FONER. Cette année, il faut savoir que seulement 262 kilomètres ont été financés sur 13 000. Et sur les 13 000 kilomètres de routes de dessert agricole, seuls 25%. Donc si vous faites le compte, divisé par 4, 12 000, on est à peu près à 400 kilomètres viables. Donc, combien vous dites ? 25%. 25%, on est à 4 000. Dont seulement 2% des 13 000 kilomètres, 262. Oui. Que dis-je ? Je perds mon latin, c'est 3 000 kilomètres, oui. Sur les 12 000, seulement 3 000 sont viables. Et cette année, seulement 262 kilomètres ont été financés. Donc le gap est énorme. Et l'exercice est assez périlleux parce que sur le montant qui est reçu, il faut maintenant l'affecter à des zones agricoles parce que... Lesquelles principalement ? Voilà. Le bon moyen de pouvoir s'en sortir, c'est de mettre en priorité les zones à fort potentiel économique.
C'est le seul moyen. Lesquels au Congo central? Oui, mais on en a 5. Il faut savoir qu'on a 5 bassins agricoles. On a Inkisi, on a Kwilu, on a Luala, on a Lukula et la mer. Le Mayombe n'en fait plus partie. Lukula. Lukula, okay. Le bassin de Lukula. Lukula, Luango et Tchela. Exactement. Et donc, à ce stade, puisqu'on ne peut pas faire tout au même moment, on a été obligé d'identifier 1 ou 2 bassins agricoles vers lesquels on va orienter les routes de desserte agricole pour pouvoir désenclaver ces premiers bassins-là et lancer notre entreprise agricole. On parle développement. Quels sont les domaines qui doivent être touchés pour qu'il y ait un réel changement? Question d'auditeur. Est-ce le Mayombe? Est-ce la cimenterie? Est-ce le pétrole? Est-ce la transformation? Est-ce la pêche? C'est-à-dire tout est priorité, on est d'accord. Tout à fait. pour que ce soit rendement d'abord rapide, premier résultat très rapide, finances rapidement disponibles pour d'autres secteurs, quels sont les domaines qui doivent être touchés en premier pour qu'il y ait un réel changement? Je pense qu'on l'a dit, il faut commencer par le début. Et le début, vous venez de le mentionner, c'est la production agricole qui doit être évacuée. Donc avant de pouvoir toucher au ciment et à tout le reste, il va falloir faire des routes. Parce que grâce à ces routes-là, on va pouvoir sortir notre production. Et comme on l'a dit, si on veut avoir une plus-value de nos produits agricoles, aller vers l'agribusiness, il va falloir connecter l'énergie. Donc c'est vraiment cela pour nous le début. C'est le fruit de votre réflexion. Vous avez consulté la société civile, les artisans, les agriculteurs, enfin ceux qui font ce travail de la terre. Parce que la plainte, elle est là aussi. C'est beaucoup des décisions prises en haut pour des applications en bas sans que le bas n'ait été consulté. Comment consulter je vois que vous parlez de la société civile. Alors à ce stade, il faut savoir que le fonctionnement de ça, on parle de 2 choses. On parle du domaine agricole, mais on parle aussi de la société civile. Quels sont les vrais problèmes de la société civile? Non, mais quand je vous parle de société civile, c'est un terme générique. C'est très pour bien dire, est-ce qu'il ne faut pas, pour être plus efficace, que la province se dise à un moment donné, on a posé la question notamment à Tchela, que ces agriculteurs qui travaillent, mais qui ne sont pas organisés en corporation ou en coopérative, les organiser pour avoir un travail. Est-ce que la première chose, c'est pas de les organiser déjà? Non, mais absolument. Le modèle que nous choisissons pour le modèle agricole que nous choisissons, c'est un modèle participatif. C'est pas juste l'industrialisation mécanisée à 100%. On va dire c'est un modèle transitionnel entre faire participer les agriculteurs en coopérative, mais qui sont arrimés dans un schéma qui leur permet d'aller vers des plus-values. Parce que les laisser au stade actuel où c'est une agriculture de subsistance, ça a prouvé les limites. Aujourd'hui, on a un problème de sécurité alimentaire et il ne va pas être réglé par l'agriculture de subsistance que nous sommes en train de faire. Il va absolument falloir passer à l'étape suivante, et soit la semi-mécanisation, et c'est l'étape transitionnelle vers une industrialisation pure. Les premiers résultats, on peut vous demander si dans les 6 mois... Premier trimestre 2023. Déjà des résultats? Déjà, oui. Retour aux finances. Question d'auditeur, redevance minière au Katanga, ça se passe bien pour eux? On est content pour eux. On parle d'une gouverneure du Lualaba qui développe. Tout à fait. Mais redevance pétrolière au Congo central, ce n'est que 10 millions à ce stade. Et encore, ce n'est pas forcément géré par... on parle du territoire de Mwanda. Absolument. Alors, première question. Est-ce que ça devrait changer? Est-ce que ça va changer? Est-ce que vous regrettez que ces 10 millions soient gérés pas par vous et qu'on n'en voit pas encore les premiers résultats? Alors vous parlez effectivement de 2 choses, redevance minière et puis les 10 millions. Les redevances pétrolières. Les 10 millions, c'est de la redevance pétrolière. C'est un forfait qui a été donné dans ce cadre-là. Bien évidemment, c'est un peu dommage que la province ne puisse pas bénéficier de la redevance pétrolière qui est un dû au même titre que la redevance minière. Parce que quand on regarde les livres de la province, la dernière fois qu'il y a eu une redevance pétrolière payée sur les comptes de la province, ça peut remonter à 2012. Donc on est quand même, ça fait plus de 10 ans que ça n'a pas été payé. Et Dieu sait ce que ça représente. Si la province pouvait bénéficier de manière mensuelle de sa redevance pétrolière. Vous évaluez à combien?
Difficile à dire. Aujourd'hui, ça fonctionne en termes de forfait, mais il y a 10 ans, c'était 200 000 déjà. Mais on parle d'il y a 10 ans, 200 000 $. Seulement. Seulement. Mais c'est déjà il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, si on regarde, parce qu'elle est proportionnelle à la production, le calcul est vite fait. Hein. Donc le calcul est vite fait. Mais de l'ordre de combien aujourd'hui? Ça dépend de 47 000 barils qu'on produit tous les jours. On fait le calcul et on tombe dans la redevance. Maintenant, si on pouvait l'avoir de manière mensuelle, c'est sûr que la province serait bien avancée et on aimerait bien que ça... À l'époque, on parlait d'un avenant 8, accord de Perenco, 1,5 milliard $. On est à l'avenant 9. On ne sait pas de combien la province devrait réellement profiter et faire comme notamment les provinces du Haut-Katanga, province du Lualaba, et autogérer son développement. Redevance, ça devrait être la retenue à la source. C'est toujours le même problème. Et donc, sans ça, je n'ai pas envie de dire sans ça, mais avec ça, on aurait certainement booster l'économie de la province, mais aussi l'économie nationale, parce que si la province se porte mieux du point de vue de sa propre économie, c'est sûr que ça a un impact au niveau national, comme je ne cesse de le dire, que la puissance économique du pays, c'est la résultante de la force économique de toutes les provinces. Donc, si on permet à la province de plus se développer, bien évidemment, le bénéfice va être en national aussi. Oui. Pourquoi les 10 millions ne sont pas gérés par le territoire de Mwanda directement? Pourquoi ça traîne autant? Alors, ça traîne autant parce que c'est vrai que ça va faire depuis le début de l'année, mais tout dépend comment ça a été structuré et comment ça a été lancé. Parce qu'à un moment, ça a été géré par le ministère des Hydrocarbures, puis c'est passé au comité de gestion des fonds Mwanda, qui est opérationnel depuis quelques mois, dont l'objectif pour le comité de gestion du fonds Mwanda, c'est en fait l'identification des projets qui viennent de la base. Et il y a un troisième acteur, notamment le BCECO, le Bureau central de coordination, qui s'implique comme étant l'organe ou qui va devoir aider à l'identification, la mise en place et le suivi des projets. Pourquoi ça traîne? J'ai envie de dire que c'est en train d'aller beaucoup plus rapidement depuis qu'on est là, parce qu'il y a une tripartite qui a été signée entre la province, le BCECO et le fonds Mwanda, qui devrait permettre à ce que assez rapidement les premiers projets identifiés soient financés par le BCECO. On parle d'avant la fin de l'année. Donc je pense qu'il y a un chronogramme que nous attendons, parce que la province joue son rôle ici, non seulement d'arbitrage, mais elle joue le rôle de sentinelle pour voir que les choses sont faites correctement. Beaucoup de gouverneurs se sont plaints du non-versement de la rétrocession. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi votre cas? Oui et non. Parce qu'en principe, la rétrocession, c'est les 40%. Et les 40%, ils n'ont jamais été atteints. Oui, mais les 40%, on n'en parle plus depuis longtemps. On a parlé entre-temps de caisse de péréquation. Vous attendez combien? Est-ce que vous le recevez? Est-ce que ce qui vous est dû du fait de ces aménagements, vous le recevez? Aujourd'hui, il y a un versement qui est fait au niveau de la province. C'est un versement qui est forfaitaire. C'est la discrétion du pouvoir national. Donc on n'est plus dans le cadre véritablement de la rétrocession, parce que le principe de la rétrocession, c'est les 40%. Et on n'a pas les 40%. Alors 40%, ça devrait être combien, à peu près? Difficile à dire. Difficile à dire parce que tout dépend de... les 40% sont calculés par rapport à la production de la province dans le budget global. Et vous ne savez pas combien vous produisez? Non, je ne saurais pas vous dire parce que pour le moment, la visibilité que nous avons, c'est sur la visibilité de la province. Mais en national, ce sont des chiffres qui sont au niveau du ministère des Finances, parce que c'est le ministère des Finances qui doit les publier. Donc le ministère des Finances ne vous renvoie pas le relevé du compte de ce que vous produisez, et donc ne vous distribue que ce qu'il a envie de vous distribuer? Je ne le dirais pas de cette manière-là, mais peut-être que de notre part aussi, il faudrait qu'on fasse un peu plus d'investigation pour savoir. On va dire pas de manière fouillée, mais c'est une bonne question, on va pouvoir le faire. La rétrocession vient donc, vous dites, un forfait de combien, on peut savoir? Ça, il faudra que je vois avec le ministre des Finances, mais je peux vous le dire. Hein. Oui. C'est de l'ordre de, si ma mémoire est bonne, $200 000. 100 000 $? 200 000. 200 000 $ par mois. Par mois. Par mois. Qu'est-ce
qu'on fait avec ça? J'allais vous poser la même question, mais on se pose la question en même temps. Alors, en partant du principe qu'il y a 26 provinces, si chacune des 26 provinces reçoivent 200 millions, sur les budgets, un budget de l'État qu'on évalue à 10 milliards, les provinces n'auraient que 5 millions de rétrocession? Je ne sais pas si c'est le même forfait qui est donné à toutes les provinces. Certains touchent moins même. Oui, et certains touchent plus. Maintenant, sur la question précédente où vous parliez de la contribution de la province, elle est connue. Hein. On est 3e dans la contribution du budget national. Et on ne reçoit que 200 000 $ par mois. 200 000 $ par mois. Enfin... Il n'y a pas plus que ça. Une enveloppe sur laquelle vous devez vous encore redistribuer aux différentes ETD, des mairies, des territoires. Non. Ça, c'est deux enveloppes différentes. Ok. Il y a l'enveloppe qui vient pour les ETD et il y a l'enveloppe qui vient dans le cadre de la rétrocession provinciale. Et pour donc, les ETD, vous recevez une enveloppe similaire? Quasiment. Mais certains, notamment à Boma, sur les 4 derniers mois, ils se plaignent de n'avoir reçu qu'un mois. C'est normal? C'est la question qui a été soulevée lors du séminaire qu'on a organisé parce que jusque-là, les ETD n'ont pas eu il n'y a pas eu véritablement de programme. Et vous parliez de la participation justement de la société civile. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons voulu que la société civile participe à la gestion des entités territoriales décentralisées. C'est pour cela que nous avons organisé justement un séminaire avec le ministère du Plan et le ministère de l'Intérieur afin que, au niveau des ETD, les comités locaux de développement soient un peu plus fonctionnels et prennent véritablement la part de la gestion au niveau de la base. Et cet exercice a été très salutaire parce que ça nous a permis d'envisager une meilleure gestion de la chose publique. C'est vrai que la rétrocession en elle-même, elle est faible. Mais avec les moyens de bord, il faut quand même pouvoir faire quelque chose. C'est pour cela que lors de notre séminaire, nous avons demandé à tous les administrateurs au niveau de la rétrocession, parce qu'il y a 2 types de rétrocession en principe. Il y a la rétrocession pour les frais de fonctionnement et il y a la rétrocession dans le cadre des investissements. Pour le moment, la rétrocession pour les investissements, elle n'est pas effective. Celle qui est effective, c'est la rétrocession pour les frais de fonctionnement. Mais on ne va pas s'arrêter là. On a demandé, en tout cas on a instruit les différents administrateurs qu'avec la rétrocession du fonctionnement, il fallait aussi faire des projets d'investissement. Et donc on leur a demandé de prendre sur cette enveloppe-là 40% en fonctionnement et 60% en investissement. La conséquence, elle va être tout à fait simple. Au niveau des différentes ETD, pour éviter justement qu'il y ait disparité des programmes, parce que s'il y a disparité des projets, à la fin de la journée, on n'arrive pas à avoir une vraie visibilité. Donc on a essayé d'identifier les problèmes qui étaient généraux pour l'ensemble de nos ETD, et bien évidemment, la question la plus fondamentale, c'est l'accès à l'eau. Ça peut paraître paradoxal, mais il n'y a pas d'eau dans nos villages. Et nous avons demandé, en tout cas pour les 6 prochains mois, que chacune des ETD identifie des projets en rapport avec l'accès à l'eau. Et c'est cela qui va être financé. Et nous pensons avoir un impact visible avec ça. Pour terminer, Monsieur le Gouverneur, je voudrais avoir des questions précises, sur des réponses précises sur des questions précises posées par nos auditeurs. Tchela, à quand la réflexion de la route nationale 12 ? Il y a une semaine, nous avons eu la visite du ministre national des ITPR qui est justement passé par rapport au projet de la réhabilitation de la RN12 Manterne de Tchela. Donc, de manière imminente, je pense qu'avant la fin de l'année, les travaux devraient commencer. À Boma, les enseignants de Boma sont déçus d'être considérés comme des enseignants de brousse alors qu'ils sont dans une ville ? Question technique à voir avec le ministère de l'enseignement. On va essayer de voir. Provincial, tout à fait, pour voir d'où viendrait ce problème. Il est vrai qu'après, du point de vue territorial, parfois certains changements ne suivent pas automatiquement. Parce que entre les territoires et les zones, comment on les appelle, les zones éducatives, il n'y a pas forcément de correspondance. Mais on va voir assez rapidement pourquoi le problème se pose. Fonction publique, zone salariale, pourquoi cette injustice jusqu'à 80 000 francs congolais de différence entre Matadi et Boma ? Pareil.
ça devrait être la même explication. Donc là aussi, parfois les zones territoriales ne correspondent pas à la même distribution au niveau de la fonction publique. Donc là aussi, il va falloir qu'on voit pourquoi il y a ce décalage. On est toujours à Boma. Est-ce que, comme vous l'a demandé la dernière réunion que vous avez convoquée ici à Matadi avec les responsables à Boma, vous allez faire revenir l'importation des voitures d'occasion à Boma? C'est l'une des mesures les plus urgentes que nous allons prendre assez rapidement. C'est par rapport à justement le transport des véhicules usagés. Est-ce que la province n'a pas pu empêcher que les voitures qui viennent par l'Angola entrent sans contrôle technique au niveau de l'Oufou? C'est tout un dysfonctionnement, c'est le dysfonctionnement même de l'appareil de l'État, parce qu'il y a eu une décision qui a été prise, mais la décision n'a pas été suffisamment encadrée, parce qu'à partir du moment là où on demande à ce que tous les véhicules qui doivent entrer doivent avoir un contrôle technique au départ et à l'arrivée, il faut donner des mesures d'encadrement, parce que si on l'impose sur un port Boma et en ce moment-là on fait pas de mesures d'encadrement, c'est sûr que tous les armateurs ou les importateurs vont essayer de dévier cette clause-là pour faire entrer leurs marchandises sur notre point d'entrée. Il suffira à ce moment-là d'obliger tout le monde soit à aller à Boma ou alors tous les véhicules d'occasion qui arrivent dans un autre port, le renvoyer à Boma, parce que pour le moment, il n'y a qu'à Boma, on le voit, on l'a vu, les images, nos auditeurs les ont vus, le contrôle technique OCC Boma, le seul du pays pour le moment, en tout cas dans la partie occidentale du pays, il est vide. Tout à fait. C'est une mesure qui a été salutaire, qui a été prise en 2017, mais comme je l'ai dit, elle n'a pas été suffisamment encadrée. Et donc le rôle au niveau provincial, ça va être maintenant de mettre de compléter cet arrêté-là avec des mesures d'encadrement qui va contraindre tous les importateurs à passer par Boma et à le rendre, à en faire un port spécifique. Ramener les voitures à Boma ne va pas vous créer des problèmes avec les autres ports, Matadi notamment? Je pense que le problème économique, c'est pas un problème qui faille traiter de manière individuelle. Je pense que l'économie de la province, c'est une économie, c'est plusieurs maillons d'une même chaîne. On peut pas commencer à dire qu'il y a une des provinces, ou en tout cas l'une des villes les plus importantes qui est en train de se mourir, et penser que les autres villes vont être épargnées. Je pense qu'il faut bien que tous les maillons de la chaîne soient reconnectés pour que l'économie puisse développer. Donc il va falloir faire des concessions de part et d'autre. Boma encore, construction d'un stade. Le stade Sokol n'est plus effectif à Boma. On pourrait aussi à Matadi parler du stade Lumumba que nous avons visité. Les travaux semblent avoir repris, mais pas de stade. Dans vos deux principales villes, ça ne dérange personne? Ça ne gêne personne? Alors, j'ai pas envie de faire des faits d'annonce, parce que c'est pas trop mon style de travail, mais je peux quand même vous dire dans un avenir assez proche, les travaux du stade de Sokol de Boma vont reprendre, et nous pensons les achever au même titre que nous allons achever les travaux du stade Lumumba de Matadi. Embouteillage inextricable. Nous sommes à Matadi pour venir. Vous arrivez, il vous faut 350 km, 4 à 5 heures pour faire le trajet de Kinshasa à Matadi, et au moins la moitié pour faire les 15 km qui suivent. Chaque gouverneur est venu avec son idée, mais pour le moment, c'est toujours kiff bourricot. On voit d'où la porte d'entrée à Matadi, et même de l'autre côté du pont Maréchal, est juste... difficile à franchir. Quelles sont, vous nous les aviez promises, à votre entrée en fonction, les premières mesures qu'on doit attendre, ou à quand doit-on les attendre pour que cela ne soit plus le cas? Problème multifactoriel. Le problème de l'embouteillage au niveau de la ville de Matadi, c'est un problème multifactoriel, on l'a dit à l'époque, et pour pouvoir le résoudre, il va falloir toucher les différents facteurs. Première chose, c'est que on a une nationale numéro 1 qui traverse une ville, donc ça c'est assez compliqué. Deuxième évidence, c'est que nous avons une activité portuaire qui s'intensifie par rapport aux 10 dernières années, sans que forcément le réseau routier à l'intérieur ne se développe, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de trafic, il y a beaucoup plus de poids lourds qui veulent
accéder au port et ça provoque un chaos. Troisième problème, c'est qu'on a un marché juste à l'entrée de la ville, le marché de Void où vous en avez parlé. Quatrième, c'est la discipline qui est viscérale et endémique sur de nos conducteurs. Nous sommes en train de travailler sur les différents facteurs qui sont responsables de cet embouteillage, notamment en ce qui concerne le marché, celui de Void où nous sommes en train de travailler pour voir comment le déplacer, en tout cas relocaliser. C'est vrai que ça ne va pas être forcément accueilli de gaieté de cœur. De gaieté de cœur, tout à fait. Mais c'est une évidence qu'il faille déplacer ce marché-là. Et c'est pour cela que nous avons lancé les travaux de modernisation du marché sud, entre autres, sur le trafic des poids lourds. Il y a une route dont les travaux vont commencer d'ici la fin de l'année pour pouvoir donner, à partir du pont Pozo, un autre accès au port des poids lourds pour pouvoir les dévier et qu'ils ne soient plus obligés de passer par le... Une nouvelle route qui va prendre combien de temps ? D'après ça devrait prendre 8 à 9 mois quand même. Il y a plus simple. Pourquoi ne pas faire une station relais comme à l'étranger ? Quand vous rentrez au pire des heures, vous pouvez compter jusqu'à une file de 400 camions. Tout à fait. Un relais de 400 camions au niveau du péage ou je ne sais où. Ils vont aller attendre la nuit pour rentrer. C'est aussi ce dont on parlait à Kassangoul ou pour Kassangoul à Kinshasa, mais qui n'a pas été fait. Oui. Pourquoi pas trouver des mesures simples, faciles à réaliser, plutôt que de partir sur une route qui... non, vous me l'avez enlevé de la bouche parce que je n'avais pas terminé de parler. Justement, il y a ce parking qui va être fait juste à l'entrée de Matadi, notamment à 2 ou 3 kilomètres du pont Pozo, où la province a déjà acquis 10 hectares pour qu'il y ait ce parking tampon et que les poids lourds ne soient plus obligés de joncher la voie publique avant d'accéder au port. Donc, ce sont toutes des mesures qui sont prévues, qui sont en train d'être implémentées. C'est vrai que ça ne va pas être du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a tout un programme pour pouvoir désengorger la ville de Matadi, parce qu'effectivement, c'est assez difficile d'y accéder en ce moment. Monsieur le gouverneur, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes médecin, vous venez du secteur privé, vous étiez auparavant à la MONUSCO. Vous regrettez de vous être lancé dans la politique ? Non, je pense que ça fait partie de mon parcours. C'est pas le même monde non plus. J'aime les challenges. Celui-ci est un challenge particulier parce qu'il répond à beaucoup plus d'intérêt au niveau communautaire. Dans ma profession de médecin, c'est vrai que quand tu es médecin, c'est vocationnel et tu donnes beaucoup de toi-même pour tes patients. Et je pense que c'est cette fibre-là qui me pousse à me mettre beaucoup plus au service d'une plus grande communauté. Donc j'ai l'opportunité maintenant d'être beaucoup plus effectif et de rendre service à un plus grand nombre. Donc quand on voit toutes les priorités, toutes les choses à relever, est-ce que ce challenge est possible à relever ? Possible. Il n'est pas impossible. Je pense que vous avez vu en 5 mois qu'est-ce qui a déjà été possible. C'est vrai que c'est une goutte d'eau dans une grande mer, mais en mettant les bonnes bases, je pense que ça peut permettre à la machine de redémarrer. Vous avez récemment été sujet à polémique après votre accueil en Banzaboma du président de la République. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas douté ? D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez pris des mains ? Ce qu'on dit, hein, on n'a pas vu plusieurs angles de la caméra, mais ce qui a circulé le plus, c'est celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et l'évêque avant la salutation du président de la République ? Alors, ce que je vais dire, c'est que, sans forcément entrer dans les détails de la cybercriminalité ou de la cybertechnologie ou quoi que ce soit, ou de la cyber mauvaise foi, tout ce qui s'est passé, c'est juste un problème protocolaire. Il y a eu, juste avant l'arrivée du chef de l'État, au moment où nous étions en train de constituer la haie d'honneur pour l'accueillir, il y a eu un changement de dernière minute. Le changement de dernière minute, c'est que au départ, nous étions placés à gauche du tapis rouge, et puis en
quelques minutes après, les services du chef de l'État se sont rendus compte que la portière du véhicule du chef de l'État s'ouvrirait plutôt à droite du tapis rouge. Et donc, dans cette entrefaite de vouloir replacer la haie d'honneur du côté droit du tapis rouge, il s'est fait que le véhicule du chef de l'État surgissait et que son protocole l'avait déjà annoncé. C'est ce qui fait que derrière moi, il se trouvait encore Monseigneur Kimbeni, qui lui n'avait pas encore rejoint la haie, et comme vous le voyez dans les images fidèles de l'accueil du chef de l'État, c'est le protocole qui finalement le fait venir pour qu'il puisse se placer à ma droite et pouvoir saluer le chef de l'État comme il se doit. Maintenant, dans certains angles, effectivement, ça peut donner l'impression qu'il y a eu une superposition, mais la distance protocolaire entre moi et le Monseigneur était suffisamment respectée. Donc, il n'y a pas eu de contact entre nous. Vous parlez de cybercriminalité ou du super n'importe quoi. À quoi vous faisiez-vous référence ? Écoutez, une vidéo qui est montée dans des conditions exécrables et dans lesquelles on remet en cause la qualité de la sécurité du chef de l'État, pour moi c'est du cyber n'importe quoi. Et donc qui ne mérite pas qu'on s'y attarde, et j'ai même pas envie d'y revenir forcément. Le plus important, c'est que ça occulte la fête qu'il y a eu ce jour-là, parce que le chef de l'État venait pour le lancement officiel de l'électrification du plateau de Mbanza-Boma. Il faut savoir que ce plateau-là regorge quand même deux bonnes écoles de la province, et c'était pas un événement anodin. Donc finalement, on passe d'un événement qui est festif et pour revenir à quelque chose d'aussi puéril, je veux dire. Oui. Que l'accessoire supplante l'essentiel, c'est pas le quotidien d'un politique au Congo ? Malheureusement, je crois qu'on devrait être plus focus sur les questions essentielles. Et les questions essentielles, elles sont là. Ce sont les questions sécuritaires, ce sont les questions de sécurité alimentaire, ce sont des questions d'éducation, ce sont des questions de développement. Et essentiellement, j'ai envie de pouvoir parler beaucoup plus de ces choses-là, de parler de cohésion provinciale, que de nous attarder sur des polémiques qui ne nous font pas avancer.